Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Chup. Bonjour Emmanuel Chup. Bonjour Magali. Vous êtes directeur général d'Avaya France. Alors expliquez-nous, Avaya, leader mondial des centres d'appel, mais pas seulement. Voilà, c'est ça, on a deux grosses activités. Alors c'est un groupe qui existe depuis les années 2000, donc on a une certaine antériorité sur le marché mondial, on est présent dans quasi tous les pays du monde. On est un groupe américain, Avaya, d'accord. Effectivement, on sort de la Silicon Valley. On a deux activités principales qui ont tendance à se rejoindre, hein, si on ne veut pas trop parler technique, mais qui ont tendance à se rejoindre, qui sont les communications unifiées. Donc ça, c'est les téléphones d'entreprise. On s'adresse qu'au B2B, hein, donc que l'entreprise. On ne vend pas aux particuliers. Donc on va équiper en centre de télécommunication, de communication classique, en fait, les grandes entreprises. Donc là, on a effectivement des processus qui vont vers le cloud public, etc. Bon, effectivement, c'est un marché qui est en pleine mutation. Le marché historique de Avaya, c'est le centre de relations clients, dans le sens où on est... Voilà, tout à fait, c'est le centre de contact. On va dire que c'est la technologie, en fait, on est un orchestrateur entre les gens qui vont appeler, ou qui vont recevoir un appel, et puis l'agent derrière, en fait, qui est pour l'instant quelqu'un d'humain, qui va répondre ou poser des questions. Au problème du client par rapport à l'entreprise que vous représentez. C'est ça. Qui sont connectés à vos solutions? Quels sont vos gros clients, on va dire? Oui, une bonne question. Alors, du coup, on a, alors sur les centres de relations clients, on a 6 millions d'agents connectés dans le monde, c'est une base quand même assez intéressante. Donc on a tout secteur d'activité confondu dans nos clients finaux qui sont les entreprises. On a aussi bien des gens qui sont du secteur public, du secteur privé, assurance, banque, bon, je ne vais pas tous les citer. Je crois que de mémoire, le plus gros client que l'on ait, c'est l'assurance maladie américaine, où il y a plus de 100 000 agents en fait, qui sont connectés sur les systèmes. Donc c'est des systèmes qui sont gros et qui nécessitent quand même beaucoup de traitements. Et on va dire, ils sont utilisés dans beaucoup de différentes, ce qu'on a dit use case, différents cas, où on va essayer de personnaliser en fait le parcours du client, donc le client de notre client, du coup, en fait, celui qui va appeler, pour qu'il ait la meilleure expérience possible quand il va vouloir joindre la personne qu'il veut joindre. Et la personne qu'il va joindre, elle a aussi déjà des données quand une personne appelle ou pas? Il y a cette question du traitement des données, puisque j'imagine qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est un sujet très sensible. Voilà. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, il y a deux choses. Alors, nous, on est un orchestrateur, en fait. On traite la voix, on traite les canaux digitaux. Ce qu'on est omnicanal, d'accord. Donc, on en rajoute de l'intelligence artificielle. Oui, donc c'est des bots, c'est des textos. Voice bot, textos, email, réseaux sociaux, WhatsApp. Je les cite ceux qui me viennent, mais on va dire, il n'y a pas de... Techniquement, il n'y a pas vraiment de limite en fait là-dessus. Et puis la voix, bien sûr. Et donc voilà, nous on va orchestrer ça et on va traiter l'information pour que le conseiller qui reçoive à la fin l'information, il ait le plus, on va dire, de vision à 360 de son client. Par contre, nous ce qu'on n'a pas, c'est de CRM. C'est-à-dire la partie CRM, la gestion de données, la base de données, elle n'est pas chez nous. Donc c'est d'autres acteurs effectivement qui font ça très bien et nous on s'engage pas là-dedans. Mais on va connecter le système en fait à ces CRM. C'est-à-dire qu'en fait on va le rendre communicant. C'est-à-dire que toutes ces données, on va essayer de les rendre communicantes. Et alors l'endroit où est stocké les données et qu'est-ce qu'on stocke comme données, nous en Europe, nous on a le RGPD ici en Europe, donc effectivement on a quelques contraintes législatives dépendant du secteur d'activité dans lequel on positionne les... Ça veut dire que c'est stocké sur un cloud qui est européen ou un cloud ou société américaine qui est aux États-Unis? Alors du coup, la solution en elle-même, physique, on a deux typologies de clients, enfin trois en fait. Mais la première, c'est ceux qui décident, qui ont des régulations très fortes, certains systèmes bancaires, le service public, voilà, il y a des données qui sont très sensibles, et puis même des traitements de données qui sont sensibles. On va les laisser dans un centre de données, un data center en fait, qui est sécurisé. On va laisser la solution, ce qu'on appelle on-prem, on va la laisser directement en fait dans le centre de données. Et puis on a des secteurs qui sont peut-être forcément un peu moins sensibles, dans lesquels on va pouvoir être dans le cloud public. C'est-à-dire qu'en fait les données elles sont hébergées n'importe où dans un cloud. Alors pour nous en France, elles sont hébergées en France ou en Allemagne, puisqu'on a effectivement des partenariats avec des fournisseurs de cloud, sans entrer dans le détail, mais on a effectivement des processus, on est audité, on va dire, régulièrement pour la certification, pour avoir effectivement des données sécurisées, hébergées pour nous en Europe. Ce secteur, en fait, c'est quelque chose que vous, Emmanuel Chup, vous avez choisi ou comment vous êtes arrivé à... Ouais, voilà. C'est intéressant. Ouais, pas par hasard. Pas par hasard.
Pas par hasard. En fait, moi, je suis un pur produit de l'IT, de l'informatique. Ouais, donc moi, j'ai fait mes études là-dedans. J'étais ingénieur électronique, donc je fais ça, un peu informatique. Et puis après, je suis rentré dans les sociétés. Alors, j'ai fait plusieurs sociétés. Je suis allé très vite dans les sociétés américaines. Voilà, c'était un peu l'opportunité qui faisait. Donc, je suis resté assez longtemps. J'ai voyagé pas mal pour m'occuper de l'international. Mais je suis resté dans la partie réseau et télécom. Et après, j'ai voulu faire du software. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était l'interface homme-machine. Donc, au départ, en fait, c'était ça que j'avais fait comme études, interface homme-machine. Et après, je suis allé dans la partie en fait desktop, c'est en fait centre de relations clients. C'était ce que je trouvais le plus intéressant dans la conceptualisation en fait d'un système informatique, c'est que ça délivre un message à celui qui va l'utiliser. Donc voilà, je suis arrivé effectivement de façon un peu, on va dire, transverse. Mais toujours dans l'IT avec cette spécificité. Absolument. Pourquoi ce choix de l'IT, qui est un domaine qui reste quand même encore très masculin, non? Oui. On était, enfin moi j'ai fait, bon je ne vais pas dire mon âge, mais ça fait quelques années que j'ai fait les écoles. Et du coup, oui, on était 90%, c'était des hommes. Voilà, déjà, je crois que c'est encore bien le cas maintenant. Donc même si ça se féminise un peu, en fait, on parlera de diversité peut-être plus tard. C'est un problème qu'on peut avoir chez nous, c'est de trouver effectivement les gens qui ont les compétences ou les pétences de venir dans le. C'est surtout une question d'appétence finalement. Oui. Parce que des compétences, ça s'acquiert. Ah, bien sûr. Voilà, c'est des questions de choix, des choix de vie, des choix d'études aussi. Je crois que la diversité dans les écoles d'ingénieurs, je prends les écoles d'ingénieurs pour parler vraiment technique, en fait, elle n'est pas en hausse depuis pas mal d'années, quoi. Je peux les donner, mais je vois bien qu'effectivement, les CV que je reçois, ou qu'on reçoit, même dans les gens de la profession que je côtoie, on reçoit peut-être 2 CV féminins pour 10 CV masculins. Voilà, c'est énorme. Et ça, c'est un phénomène mondial, j'imagine, dans l'IT. Oui, alors après, c'est pas spécifique à la France. Non, pas forcément, parce que je vois, on a récemment un peu staffé aux États-Unis les gens qui font du recrutement et les gens qui s'occupent des employés. On a une chef people officer qui nous a rejoint. C'est une femme, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est plutôt côté HR. Et bon, voilà, elle essaie de mettre en place des structures pour pouvoir attirer un peu tout le monde. Alors comment est-ce que vous essayez d'attirer un peu tout le monde justement dans ces métiers? C'est aussi le rôle des entreprises de faire venir des femmes pour respecter la loi en fait. Déjà, alors ça c'est le fameux coefficient qu'on calcule tous les ans. Bien sûr. C'est un problème. Après, effectivement, nous, on s'est engagé sur une politique qui est mondiale, mais j'ai voulu aussi la décliner en France de façon intéressante. Je pense que c'est une diversité intéressante de pouvoir avoir des gens de toutes catégories. On parle femmes-hommes, ça peut être effectivement d'autres handicaps autour du handicap, par exemple, effectivement, qui donne une diversité et puis une façon d'aborder. Nous, on a déjà, dans le process de recrutement, alors déjà, on fait une première chose, effectivement, c'est qu'on va voir les écoles d'ingénieurs, les écoles technologiques, pour leur parler un peu de notre métier. On a un métier, alors ceux qui développent sont très techniques chez nous, il n'y a pas photo, et puis après, on a une partie quand même qui est très liée à la conceptualisation d'un système on appelle ça de workflow, d'expérience client, de parcours client, qui s'ouvre un peu à tout le monde, qui intéresse plus la gente féminine, parce qu'il y a un côté marketing, il y a un côté compréhension des besoins, il y a un côté humain. Je dis pas, je fais pas de stéréotype, je dis on a plus facilement. Oui, après il y a des appétences évidemment qu'on peut pas gommer. Voilà, à les prendre ici que le truc très technique où il faut faire du développement des lignes de code. Bon là, c'est un peu plus compliqué, de trouver. Comment est-ce que vous embarquez vos équipes en tant que manager? Quel est votre style en fait dans votre façon de manager? Alors, moi j'ai toujours eu ce style. Ça fait quelques années que je suis manager en fait. J'ai eu différentes entités, différentes sociétés. Donc moi je suis à l'école un peu américaine, donc on va dire il y a quand même, on va dire, des échéances à respecter, mais je suis plus passé sur l'adhésion plutôt que sur la contrainte. Ça correspond à mon caractère et en plus je pense qu'on a des meilleurs résultats. Donc on va dire, on va plus essayer de vendre aux équipes un projet. Ce qui est important pour moi, c'est de donner une direction. Et puis voilà, après une impulsion, un exemple aussi à suivre. L'exemple aussi, on va essayer de le faire le mieux possible. Lead by example, les Américains. Donc là, je suis très attaché à ça. Et puis après, faire en sorte qu'une fois on a forcément des désaccords. Quand on dit on prend une direction, quand on se met sur un projet, il y a des désaccords. Donc voilà, une fois qu'on a tous décidé que c'était la direction qu'on allait prendre, après on arrête de parler. Et on y va, tout le monde y va. On exécute. On va passer à la question du média positif. À présent, le média positif, c'est un média sur les réseaux sociaux qui ne donne que des bonnes nouvelles. Ça fait du bien, surtout par les temps qui courent, en temps de crise. Et c'est juste après le jingle.
La question du média positif, celle que vous avez choisie, Emmanuel Chup, c'est celle-ci. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement? Alors, on a plusieurs valeurs, effectivement. Enfin, les valeurs principales pour moi, c'est l'innovation, parce c'est technologique, donc l'innovation. La prise de risque, parce que si on ne risque pas, l'innovation, elle va de pair avec la prise de risque. Bien sûr. Voilà. Et puis l'honnêteté, on a fait une grande campagne que j'ai reprise aussi en France, on appelle ça le Speed of Trust, mais c'est effectivement, on travaille sa propre marque à l'intérieur de la société. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher effectivement le partenariat avec l'autre et faire en sorte de respecter ses engagements. Donc pour moi, ça va être l'honnêteté, l'innovation. Voilà, c'est les deux valeurs en fait qu'on va déterminer. Question de la Fondation Mosaïque à présent. C'est une fondation qui lutte contre les discriminations dans les entreprises, qui se bat donc pour l'inclusion, et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, comment est-ce que vous garantissez l'égalité de traitement dans vos processus de recrutement? Intéressant. Ouais, c'est une très bonne question. Déjà, quand on a un poste ouvert, je demande à ce qu'il y ait déjà au moins un CV féminin, d'accord, parce que je voulais en mettre plus. Mais ouais, malgré les difficultés dont on a parlé. Ouais, il faut un CV féminin, c'est obligatoire. C'est une condition. Donc là, c'est déjà femme-homme, d'accord. Après, je n'appelle pas des CV pour d'autres diversités. C'est trop compliqué de mettre trop de contraintes, mais déjà, femme-homme, c'est déjà un bon point. Après, je vais encourager effectivement à avoir un nombre de CV représentatifs le plus possible, c'est-à-dire en termes de compétences. Hein, je ne parle pas de genre ni quoi que ce soit, mais en termes de compétences. On parle de compétences des gens qui viennent d'horizons différents. Ne pas essayer de faire un mini-moi. C'est-à-dire que les managers... Oui, pas recruter dans une seule école, comme bon, c'est un peu encore beaucoup le cas. Surtout en France. En France, voilà. Ce que j'allais dire, c'est pas américain du tout comme conception. Non, c'est pour ça que le mini-moi, en fait, c'est de dire je fais l'équipe à l'image que moi j'en ai de moi-même. Je reproduis, voilà, je reproduis ce que je suis dans l'équipe. Je me clone, voilà, exactement, merci. Ça, pour moi, c'est voué à l'échec. Donc quand je demande au manager de recruter, ou même moi, prendre des gens effectivement qui viennent d'horizons différents et pas forcément quelqu'un qui vient de la profession et qui a déjà fait le job en fait, parce que c'est très franco-français. Hein. Vous avez déjà fait le job avec succès, donc je vous prends. Vous n'avez pas d'expérience, vous avez zéro chance. C'est ça. Je ne dis pas qu'effectivement vous prenez des gens qui sont complètement déconnectés, mais avoir effectivement une diversité. Donc ça c'est le premier point. Et ça effectivement, on a travaillé ça avec les ressources humaines chez nous. On fait en sorte qu'effectivement on ait ce panel représentatif. Alors des fois on ne le trouve pas toujours, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Mais déjà, on a ça. Et après, effectivement, on fait les entretiens derrière et on a une grille de qualification. Et si une personne est écartée, donc en général, on a 5 entretiens chez nous, entre 4 et 5 entretiens. S'il y en a un qui dit non, ce processus s'arrête. Mais il faut qu'il explique pourquoi elle a dit non. Oui, d'accord. Il faut que ce soit motivé. Il faut que ce soit motivé. La formation aussi, c'est important, évidemment, pour acquérir les compétences qui sont en perpétuelle évolution. Hein. Vous le disiez, pour innover. Est-ce que Avaya, justement, propose des parcours de formation pour faire grandir vos collaborateurs? On a 2 parcours. On a un parcours qui est global, très technologique. Donc ça, c'est des formateurs qui sont internes. Et vous n'allez pas trouver les formateurs de produits autres que des formateurs Avaya. Donc ça, c'est mondial. Chacun doit suivre des cursus de formation. C'est en ligne ou de temps en temps, de moins en moins, mais en physique ou en vidéo. Et après, un peu plus propre à la France, enfin, de chaque pays, mais nous, on a déjà on a les OPCO et on a effectivement le pourcentage de formation qu'on utilise à chaque fois. On fait les entretiens professionnels, on vient de sortir d'une campagne là, tous les 2 ans, dans lequel on définit un parcours, en fait, un objectif avec les salariés. Donc ça, on documente ça. Et après, on alloue un budget chaque année à chacun pour pouvoir faire une formation. Et la formation, elle est externe. Alors, on fait effectivement des formations dans des centres. Alors après, ça peut être du soft skills, ou ça peut être effectivement la communication, c'est souvent la communication, c'est souvent résoudre les conflits, c'est souvent des lignes, voilà, c'est ce genre de communication-là. Et il est demandé qu'une fois tous les 2 ans, au moins, vous ayez suivi une formation. D'accord. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez interpeller, parler, poser une question, c'est vous qui voyez à nos politiques sur un sujet qui vous tient à cœur, et c'est juste après le jingle.
La question de l'hémicycle pour vous, Emmanuel Chup. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes politiques dans ce domaine de l'IT en France? Bon, vous avez une expérience très américaine, on l'a bien compris. Vous avez 1 à 2 minutes face caméra pour interpeller ces politiques, comme si vous étiez dans l'hémicycle. Vous pouvez vous adresser à qui vous voulez, au Premier ministre, au parti. C'est vous qui voyez, et ce sera face caméra. Alors moi j'ai une question qui m'a toujours un peu taraudé. Sur la partie législative en fait sur le droit des entreprises. Un des problèmes que l'on a en fait pour pouvoir poursuivre le business ou s'étendre nous en tant que Français à l'international, c'est le changement de loi, de fiscalité, changement effectivement de normes qui apparaît de façon très régulière en fait en France, et ça fait un blocage parce qu'on ne va pas se projeter sur le long terme. On va toujours essayer de regarder quelle va être la prochaine loi, la prochaine norme, la prochaine contrainte qu'on va avoir. Et ça, et je dis pas qu'il faut pas avoir de contraintes ni de contrôle, mais quelque part, effectivement, ça plombe totalement en fait l'initiative française. Je parlais tout à l'heure d'innovation. L'innovation, la prise de risque, on la prend pas parce qu'on se dit, on va aller dans une direction, on va faire des investissements, on va mettre X millions en fait à développer quelque chose qui va être arrêté peut-être dans 1 an ou 2 avec une nouvelle norme, une nouvelle loi. Chacun veut faire sa loi. Alors, je ne pointe pas un politique, ça va être très compliqué de faire l'adhésion de chacun, mais j'aurais envie de savoir, en fait, est-ce que c'est possible un jour, on va dire, de pouvoir se dire, il y a une série de politiques qu'on fait, ou de lois, de taxation qu'on va faire sur les entreprises, et on va la garder pendant au moins un temps d'investissement supérieur à 2 ans. Voilà, c'était la vraie question. Voilà, la question est posée. On aura la réponse, je l'espère. Le choc de simplification, le poids des normes en France, on en parle souvent. Ça bloque tout. Le gouvernement s'y est attelé, mais bon, il reste encore beaucoup de travail à faire, j'imagine, surtout quand on travaille aux États-Unis. On voit une différence, en fait. Simple, bien on sûr. voit une différence. Oui, on voit une évidemment. différence notoire. Alors je dis pas qu'il faut être liberticide. Bien sûr, il faut pouvoir protéger, sécuriser, mais voilà, c'est pas question. Mais de se dire effectivement, on peut se projeter sur 5 ans, on sait qu'on n'aura pas une taxe ou une différenciation. Surtout sur le long terme, voilà, parce qu'à chaque changement politique ou autre, il peut y avoir de nouvelles lois et donc forcément. on fait que des investissements qui sont à court terme. Une plus que industrielle, quand on a des conceptions à faire, c'est bloquant. Merci beaucoup Emmanuel Chup d'avoir participé à Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité. On se dit tous et pour bientôt, on se retrouve au prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.